Chapitre 17, Soyez l'homme dans l'ombre, créez une force mystérieuse autour de vous. Introduction. Le chapitre 17 de « Stratégie, les 33 lois de la guerre » de Robert Greene nous plonge dans l'art de cultiver une aura de mystère et de puissance. Greene explore comment la perception peut être aussi importante que la réalité dans les conflits humains, et comment manipuler cette perception peut conduire à des avantages stratégiques significatifs. En utilisant des exemples historiques et des principes psychologiques profonds, Greene démontre comment être perçu comme une force mystérieuse peut intimider les adversaires, encourager les alliances et dissuader les attaques. Résumé du chapitre 17. 1. Le pouvoir de la perception. Greene commence par souligner l'importance de la perception dans tout conflit. Il explique que notre réputation et l'image que nous projetons jouent un rôle crucial dans la manière dont nous sommes perçus par les autres. Être vu comme une force mystérieuse et puissante peut susciter la crainte et le respect, tout en décourageant les adversaires de nous attaquer ou de nous défier ouvertement. Cette perception peut également attirer des alliés potentiels qui cherchent à se rallier à une cause forte et apparemment invincible. 2. Créer une aura de mystère. Pour cultiver une aura de mystère, Greene recommande d'adopter plusieurs stratégies tactiques. Tout d'abord, il suggère de maintenir une certaine distance avec les autres, de ne pas révéler toutes ses intentions et de garder une part de ses actions cachées aux yeux du public. En agissant de manière réservée et discrète, on peut sembler plus profond et stratégique, renforçant ainsi la perception d'une puissance cachée mais potentiellement dévastatrice. 3. Utiliser le secret comme arme. L'une des principales stratégies discutées par Greene est l'utilisation du secret comme une arme stratégique. Il explique que la connaissance est souvent une arme plus puissante que la force brute, et que la capacité à garder des informations cruciales cachées à ses adversaires peut fournir un avantage décisif. Greene cite plusieurs exemples historiques où les généraux et les dirigeants ont utilisé des stratégies de dissimulation pour tromper les ennemis, améliorer leur position et remporter des victoires stratégiques. 4. Manipuler les attentes et les perceptions. Une partie importante du chapitre explore la manière dont les perceptions peuvent être manipulées pour influencer les actions des autres. Greene discute de la stratégie du faux retrait, où l'on feint la faiblesse ou la réticence, incitant ainsi les adversaires à baisser leur garde ou à sous-estimer nos intentions réelles. En provoquant une réaction précipitée ou imprudente de la part des adversaires, on peut exploiter leurs faiblesses et leurs vulnérabilités, ouvrir des opportunités tactiques et gagner un avantage sur le champ de bataille stratégique. 5. Maintenir la flexibilité et l'adaptabilité. Greene souligne également l'importance de la flexibilité stratégique et de l'adaptabilité. Bien que l'aura de mystère et de pouvoir soit cruciale, il est également essentiel de pouvoir ajuster ses tactiques en fonction des circonstances changeantes. Être trop rigide ou prévisible peut diminuer l'efficacité de cette stratégie. Ainsi, Greene encourage à maintenir une base solide de pouvoir caché tout en étant capable de s'adapter aux défis et aux opportunités qui se présentent. 6. Conclusion. En conclusion, le chapitre 17 de « Stratégie, les 33 lois de la guerre » nous invite à réfléchir profondément sur l'importance de la perception et de la manipulation stratégique dans la conduite des conflits humains. Robert Greene démontre avec éloquence comment être perçu comme une force mystérieuse peut non seulement intimider les adversaires mais aussi attirer les alliés et créer des opportunités stratégiques significatives. En cultivant une aura de mystère tout en maintenant la flexibilité tactique, on peut maximiser ses chances de succès dans des situations complexes et compétitives, que ce soit sur le champ de bataille ou dans d'autres domaines de la vie. Chapitre 18 – Ne perdez jamais la passion pour la guerre. Introduction. Le chapitre 18 de « Stratégie, les 33 lois de la guerre » de Robert Greene plonge dans l'importance cruciale de maintenir une passion ardente pour la guerre et le conflit. Greene explore comment cette passion peut alimenter la persévérance, l'endurance et la détermination nécessaires pour surmonter les obstacles et atteindre la victoire, que ce soit sur le champ de bataille ou dans d'autres arènes de compétition humaine. À travers des récits historiques captivants et des principes psychologiques profonds, Greene démontre l'impact transformateur de la passion dans la poursuite des objectifs stratégiques. Résumé du chapitre 18. 1. La nature de la passion. Robert Greene commence par définir la passion comme un moteur intérieur puissant qui stimule l'engagement total dans une cause ou un objectif. Dans le contexte de la guerre et de la stratégie, cette passion est essentielle pour maintenir la motivation face aux difficultés et aux revers inévitables. Greene cite des exemples historiques de leaders militaires et de stratèges qui ont été animés par une passion inébranlable pour leur cause, les propulsant au-delà des limites physiques et mentales pour atteindre des victoires spectaculaires. 2. La passion comme source d'endurance. Un aspect central du chapitre est l'exploration de la passion comme une source d'endurance. Greene illustre comment cette énergie émotionnelle peut galvaniser les troupes, inspirer la résilience face à l'adversité et maintenir le moral même dans les moments les plus sombres. En canalisant cette passion, les leaders peuvent mobiliser leurs forces pour persévérer à travers les défis prolongés, rester concentrés sur les objectifs à long terme et maintenir l'élan stratégique nécessaire pour prévaloir sur leurs adversaires. 3. Utiliser la passion comme arme psychologique.
Green explore également comment la passion peut être utilisée comme une arme psychologique contre les adversaires. En affichant une détermination inébranlable et une passion ardente pour la cause, on peut intimider les adversaires et miner leur volonté de résister. Cette démonstration de force émotionnelle peut influencer les perceptions et les calculs stratégiques des adversaires, créant ainsi des opportunités pour des mouvements tactiques décisifs et des percées stratégiques. 4. La passion dans la gestion des crises. Un autre aspect abordé est l'importance de la passion dans la gestion des crises et des situations de chaos. Green discute comment les leaders passionnés peuvent inspirer la confiance et le soutien parmi leurs troupes ou leurs partisans, stabilisant ainsi des situations instables et mobilisant des ressources pour répondre aux défis urgents. En canalisant cette énergie émotionnelle, on peut transformer une crise potentiellement dévastatrice en une opportunité de renforcement stratégique et de croissance. 5. Maintenir l'équilibre entre passion et rationalité. Une réflexion importante du chapitre est l'importance de maintenir un équilibre entre passion et rationalité. Green met en garde contre les excès émotionnels qui pourraient nuire au jugement stratégique et à la prise de décision claire. Bien que la passion soit cruciale pour l'engagement total, elle doit être canalisée de manière constructive pour éviter les impulsions irréfléchies ou les actions imprudentes qui pourraient compromettre les objectifs à long terme. 6. Conclusion. En conclusion, le chapitre 18 de « Stratégie, les 33 lois de la guerre » souligne l'importance vitale de la passion comme moteur de succès dans les conflits et les compétitions humaines. Robert Greene nous invite à embrasser cette énergie émotionnelle non seulement pour surmonter les défis immédiats mais aussi pour maintenir un engagement profond envers nos objectifs stratégiques à long terme. En cultivant une passion ardente et en la canalisant efficacement, on peut mobiliser des ressources internes puissantes, influencer les perceptions des autres et maximiser les chances de succès dans toutes les entreprises stratégiques. Chapitre 19. Sachez-vous retirer. Introduction. Le chapitre 19 de « Stratégie, les 33 lois de la guerre » de Robert Greene aborde un aspect crucial de la stratégie militaire et de la compétition, la capacité de savoir quand et comment se retirer. Greene explore comment la retraite stratégique peut être utilisée comme une tactique puissante pour préserver ses forces, éviter des pertes inutiles et se repositionner avantageusement pour de futures opportunités. À travers des exemples historiques et des principes stratégiques universels, ce chapitre met en lumière l'importance de la prudence et du discernement dans la gestion des conflits et des compétitions. Résumé du chapitre 19. 1. La signification de la retraite stratégique. Robert Greene commence par définir la retraite stratégique comme une décision délibérée de se retirer d'une confrontation ou d'une situation de conflit lorsque les conditions ne sont plus favorables. Cette tactique va au-delà de la simple fuite ou capitulation, elle nécessite un jugement tactique soigneux pour minimiser les pertes et maximiser les avantages stratégiques à long terme. Greene souligne que la capacité de se retirer habilement peut souvent être aussi cruciale que celle de lancer une offensive. 2. Exemples historiques de retraite stratégique. Le chapitre explore divers exemples historiques où des leaders militaires et des stratèges ont utilisé la retraite stratégique avec succès. Greene cite des personnages comme Hannibal Barca, connu pour ses tactiques audacieuses contre Rome, mais aussi pour sa capacité à se retirer stratégiquement pour éviter l'anéantissement de ses forces après des victoires tactiques. D'autres exemples incluent des généraux modernes et des chefs d'entreprise qui ont su reconnaître les limites de leurs ressources et choisir la retraite stratégique pour se préparer à de futures opportunités. 3. Les principes de la retraite stratégique. Greene établit plusieurs principes clés pour guider une retraite stratégique efficace. Évaluer objectivement la situation, reconnaître quand les coûts d'une poursuite sont supérieurs aux bénéfices potentiels. Préserver ses ressources, éviter des pertes inutiles en termes de vie, de finances ou de réputation. Se repositionner pour l'avenir, utiliser la retraite comme une opportunité pour se réorganiser, se renforcer et se préparer à de nouvelles opportunités. Maintenir la flexibilité stratégique, être prêt à ajuster ses plans et ses tactiques en fonction des évolutions de la situation. 4. L'importance de l'ego et de l'humilité. Un aspect crucial du chapitre est l'exploration de l'impact de l'ego et de l'humilité dans la capacité à se retirer stratégiquement. Greene souligne que l'incapacité à reconnaître les signes d'un échec imparable et à agir en conséquence peut souvent conduire à des désastres plus importants. Il encourage les lecteurs à surmonter leur fierté personnelle pour prioriser la préservation des ressources et des objectifs stratégiques à long terme. 5. Appliquer la retraite stratégique dans la vie quotidienne. Enfin, Robert Greene invite ses lecteurs à réfléchir à comment ils peuvent appliquer les principes de la retraite stratégique dans leur propre vie. Que ce soit dans les affaires, les relations personnelles ou même les décisions financières, la capacité à savoir quand se retirer peut faire la différence entre le succès et l'échec. En cultivant une mentalité stratégique et en développant la capacité d'évaluer objectivement les situations, chacun peut améliorer ses chances de réaliser ses objectifs à long terme. Conclusion. Le chapitre 19 de « Stratégie, les 33 lois de la guerre » de Robert Greene offre une exploration fascinante et instructive de l'importance de la retraite stratégique dans la gestion des conflits et des compétitions. En comprenant les principes de la retraite stratégique et en les appliquant judicieusement,
les individus et les organisations peuvent non seulement éviter des pertes inutiles mais aussi se positionner de manière plus avantageuse pour exploiter les opportunités futures. Ce chapitre souligne l'importance de la prudence, de l'objectivité et de la flexibilité dans la prise de décision stratégique, offrant des leçons précieuses pour naviguer avec succès dans les défis de la vie et des affaires. Chapitre 20. Contourner l'adversaire. Introduction. Le chapitre 20 de « Stratégie, les 33 lois de la guerre » de Robert Greene met en lumière une tactique stratégique fondamentale, contourner l'adversaire plutôt que de l'affronter directement. Greene explore comment cette approche peut être appliquée non seulement sur le champ de bataille, mais aussi dans les domaines des affaires, de la politique et même des relations interpersonnelles. À travers des exemples historiques et des principes stratégiques, ce chapitre montre comment éviter un conflit frontal peut conduire à des victoires stratégiques significatives. Résumé du chapitre 20. 1. La nature de la stratégie de contournement. Robert Greene commence par définir la stratégie de contournement comme une méthode visant à éviter l'affrontement direct avec un adversaire fort pour trouver des chemins alternatifs vers la victoire. Cette approche repose sur l'idée de ne pas jouer selon les règles de l'ennemi mais plutôt de créer des avantages asymétriques qui exploitent les faiblesses de l'adversaire ou exploitent des opportunités non conventionnelles. 2. Exemples historiques de contournement stratégique. Le chapitre explore divers exemples historiques où des stratèges et des leaders ont appliqué avec succès la tactique de contournement. Hannibal Barca, Greene revient sur Hannibal, célèbre pour ses tactiques ingénieuses lors de la Deuxième Guerre punique, notamment sa traversée des Alpes pour attaquer Rome par surprise, contournant ainsi les armées romaines qui s'attendaient à une attaque frontale. Guerre de sécession, des généraux comme Stonewall Jackson ont utilisé des manœuvres rapides et des mouvements flancs pour contourner les lignes ennemies et obtenir des avantages tactiques significatifs. Affaires et politique moderne, Greene illustre également comment des entrepreneurs et des politiciens contemporains évitent les confrontations directes en utilisant des stratégies telles que la disruption technologique, la diplomatie secrète et les alliances stratégiques pour contourner la concurrence ou les adversaires politiques. 3. Principe de la stratégie de contournement. Connaissance de l'adversaire, Greene souligne l'importance de comprendre les forces et les faiblesses de l'adversaire pour identifier les points de contournement stratégique. Flexibilité tactique, être prêt à ajuster ses plans rapidement en fonction des mouvements de l'adversaire et des opportunités qui se présentent. Utilisation de l'environnement, exploiter les aspects géographiques, politiques ou économiques pour créer des avantages tactiques et stratégiques. 4. L'application de la stratégie de contournement dans la vie quotidienne. Greene encourage ses lecteurs à réfléchir à comment ils peuvent appliquer les principes de la stratégie de contournement dans leur propre vie. En affaires, rechercher des niches non exploitées ou des innovations disruptives plutôt que de rivaliser directement avec les grands acteurs établis. En politique, éviter les confrontations frontales en construisant des coalitions, en utilisant la diplomatie discrète et en exploitant les faiblesses stratégiques de ses adversaires. Dans les relations personnelles, trouver des moyens créatifs de résoudre les conflits et d'atteindre ses objectifs sans entrer dans des confrontations inutiles. Conclusion. Le chapitre 20 de « Stratégie, les 33 lois de la guerre » de Robert Greene met en lumière l'importance stratégique de contourner l'adversaire plutôt que de l'affronter directement. En évitant les confrontations frontales et en cherchant des voies alternatives vers la victoire, les individus et les organisations peuvent maximiser leurs chances de succès tout en minimisant les risques et les pertes. Ce chapitre souligne l'importance de la créativité stratégique, de la connaissance de soi et de l'adversaire, ainsi que de la flexibilité dans la mise en œuvre de stratégies de contournement efficaces. En appliquant ces principes, les lecteurs peuvent améliorer leur capacité à naviguer avec succès à travers les défis complexes de la vie et des affaires contemporaines. Chapitre 21. Prenez l'ennemi par ses propres pièges. Introduction. Le chapitre 21 de « Stratégie, les 33 lois de la guerre » de Robert Greene met en lumière une stratégie avancée de manipulation et de subversion, prendre l'ennemi par ses propres pièges. Greene examine comment cette approche peut être appliquée non seulement sur les champs de bataille historiques, mais aussi dans les arènes contemporaines de la stratégie commerciale, politique et personnelle. En guidant l'adversaire à travers des mouvements subtils et des provocations calculées, on peut non seulement anticiper ses actions mais aussi le conduire vers des erreurs stratégiques coûteuses. Résumé du chapitre 21. 1. La stratégie de prendre l'ennemi par ses propres pièges. Robert Greene commence par définir la nature de cette stratégie, qui repose sur la capacité à manipuler psychologiquement l'adversaire en le poussant à agir selon ses propres préjugés, faiblesses ou schémas de pensée prévisibles. L'objectif est de créer une illusion de contrôle pour l'adversaire tout en orchestrant discrètement les événements pour diriger le cours des actions vers un résultat favorable. 2. Exemples historiques de manipulation stratégique. Le siège de Troie, Greene évoque le célèbre stratagème du cheval de Troie, où les Grecs ont utilisé la ruse pour pénétrer les défenses de Troie en se cachant à l'intérieur d'un gigantesque cheval de bois, exploitant ainsi la crédulité des Troyens pour remporter une victoire décisive. Machiavel et la politique italienne, Greene explore comment Niccolò Machiavel, dans « Le Prince »,
a recommandé aux princes italiens de manipuler habilement leurs adversaires politiques en leur permettant de croire qu'ils avaient le contrôle de la situation, tout en manœuvrant en coulisses pour atteindre leurs propres objectifs politiques. Guerre froide, des exemples modernes montrent comment les superpuissances se sont engagées dans des jeux de dupes et de manipulation psychologique pour inciter l'ennemi à commettre des erreurs stratégiques coûteuses, sans pour autant déclencher un conflit direct. 3. Principe de la stratégie de manipulation. Compréhension profonde de l'adversaire, Green insiste sur l'importance de connaître intimement les motivations, les peurs et les schémas de pensée de l'adversaire pour prédire ses réactions et le manipuler efficacement. Contrôle de l'environnement mental, utiliser la propagande, la désinformation et d'autres moyens pour influencer l'adversaire et le conduire vers des conclusions prévisibles qui peuvent être exploitées stratégiquement. Patience et ruse, savoir quand agir et quand attendre, en exploitant les moments où l'adversaire est le plus vulnérable à la manipulation. 4. L'application de la stratégie dans la vie quotidienne. En affaires, utiliser des tactiques de marketing et de vente qui exploitent les faiblesses perçues des concurrents tout en renforçant la position de son propre produit ou service. En politique, savoir quand lâcher du lest pour faire croire à l'adversaire qu'il a gagné, tout en manœuvrant en coulisses pour assurer sa propre victoire politique. Dans les relations interpersonnelles, reconnaître les schémas comportementaux des autres pour influencer subtilement leurs décisions sans qu'ils se rendent compte de la manipulation. Conclusion. Le chapitre 21 de « Stratégie », les 33 lois de la guerre, de Robert Greene met en avant une stratégie sophistiquée et subtile de manipulation stratégique, prendre l'ennemi par ses propres pièges. En utilisant la psychologie humaine et les schémas comportementaux prévisibles à son avantage, on peut influencer efficacement les actions de l'adversaire tout en maintenant un contrôle discret sur le déroulement des événements. Greene souligne l'importance de la patience, de la compréhension profonde de l'adversaire et de la capacité à naviguer habilement dans les eaux troubles de la manipulation stratégique. En appliquant ces principes dans divers contextes, les individus et les organisations peuvent accroître leur efficacité stratégique et leur capacité à atteindre leurs objectifs avec succès, tout en minimisant les risques et en maximisant les opportunités. Chapitre 22. Utiliser l'absence pour augmenter la valeur et l'honneur. Introduction. Le chapitre 22 de « Stratégie », les 33 lois de la guerre, de Robert Greene s'attarde sur une stratégie souvent sous-estimée mais extrêmement efficace, utiliser l'absence pour augmenter la valeur et l'honneur. Greene explore comment cette loi, qui consiste à se retirer temporairement ou à se faire rare, peut non seulement susciter le désir et l'admiration, mais aussi renforcer la position de celui qui sait l'appliquer avec finesse. En se retirant stratégiquement du jeu, on peut influencer les perceptions des autres, manipuler les attentes et augmenter ainsi son pouvoir de négociation. Résumé du chapitre 22. 1. La nature de l'absence stratégique. Robert Greene commence par expliquer que l'absence stratégique ne signifie pas simplement disparaître, mais plutôt se retirer de manière calculée pour créer un vide qui sera remarqué et apprécié. Cette stratégie peut être appliquée dans divers contextes, de la diplomatie aux affaires en passant par les relations personnelles, pour influencer favorablement les perceptions et les comportements des autres. 2. Exemples historiques et contemporains. Sun Tzu et l'art de la guerre, Greene rappelle comment Sun Tzu, dans son traité classique, a souligné l'importance de feindre la faiblesse pour inciter l'ennemi à se surestimer et à commettre des erreurs coûteuses. Cette tactique s'inscrit dans la lignée de l'absence stratégique, où la réserve et le mystère peuvent mener à une supériorité tactique. César et la campagne de Gaulle, l'approche de César de se retirer temporairement pour inciter les tribus gauloises à s'engager dans des actions imprudentes illustre comment l'absence stratégique peut être utilisée pour manipuler l'adversaire et dicter le tempo du conflit. Stratégie moderne de marketing. Dans le monde des affaires contemporains, des marques de luxe utilisent souvent des stratégies d'exclusivité et de rareté pour accroître la demande et la valeur perçue de leurs produits, exploitant ainsi l'absence stratégique pour renforcer leur position sur le marché. 3. Les principes de l'absence stratégique. Créer le manque. Greene explique comment susciter le désir et l'admiration en se retirant momentanément de la scène, créant ainsi un vide que les autres chercheront à combler. Contrôler les attentes. En gérant judicieusement ses apparitions et ses disparitions, on peut manipuler les attentes des autres et influencer ainsi leurs perceptions et leurs actions futures. Renforcer la position de négociation. Utiliser l'absence stratégique comme levier pour renforcer sa position dans les négociations, en faisant en sorte que les autres reconnaissent la valeur de ce qui est rare ou difficile à obtenir. 4. Application dans la vie quotidienne. Dans les relations personnelles, savoir quand se retirer temporairement d'une discussion ou d'un conflit peut souvent apaiser les tensions et permettre à chacun de réfléchir plus clairement à ses actions. Dans les affaires, utiliser des périodes de retrait stratégiques pour intensifier l'anticipation autour d'un nouveau produit ou service, créant ainsi une demande accrue lors de son lancement. En diplomatie, utiliser des périodes de silence ou de discrétion pour laisser à l'adversaire le sentiment qu'il a gagné du terrain, tout en planifiant des contre-mesures qui renforcent sa propre position diplomatique. Conclusion. Le chapitre 22 de « Stratégie », les 33 lois de la guerre, de Robert Greene explore avec finesse la puissance de l'absence stratégique dans la manipulation des perceptions et des actions des autres.
En se retirant temporairement de la scène ou en se faisant rare de manière calculée, on peut non seulement augmenter la valeur perçue de ce qui est rare, mais aussi renforcer sa propre position de pouvoir et d'influence. Green souligne que maîtriser cette stratégie nécessite à la fois patience, discernement et une compréhension profonde des dynamiques humaines et des interactions sociales. En appliquant ces principes dans divers domaines de la vie, les individus peuvent améliorer leur efficacité stratégique et maximiser leurs opportunités de réussite, tout en minimisant les risques inhérents à toute situation de conflit ou de négociation. Chapitre 23. Concentrez vos forces. Introduction. Le chapitre 23 de « Stratégie, les 33 lois de la guerre » de Robert Greene se concentre sur une leçon cruciale, la nécessité de concentrer ses forces pour maximiser l'impact stratégique. Greene démontre que la dispersion des ressources, de l'énergie et de l'attention peut affaiblir une position, alors que la concentration permet de renforcer la puissance et l'efficacité. Ce principe s'applique non seulement aux conflits militaires, mais aussi aux affaires, à la politique et à toute situation où des objectifs stratégiques sont en jeu. Résumé du chapitre 23. 1. La nature de la concentration des forces. Robert Greene commence par souligner que la concentration des forces ne signifie pas simplement centraliser les ressources, mais plutôt les aligner de manière à maximiser leur effet. Cela implique de déterminer les points essentiels où agir et où investir, tout en évitant la dispersion qui dilue les efforts. 2. Exemples historiques et contemporains. Napoléon Bonaparte et la bataille d'Austerlitz. Greene rappelle comment Napoléon, malgré les pressions pour se disperser, a concentré ses forces sur un flanc de l'armée autrichienne, utilisant habilement le terrain et la surprise pour obtenir une victoire décisive. Stratégie militaire moderne. Des exemples de tactiques militaires contemporaines montrent comment les forces armées planifient leurs opérations en concentrant leurs ressources sur des objectifs stratégiques spécifiques, minimisant ainsi les pertes et maximisant l'efficacité. Entreprises réussies. Dans le domaine des affaires, des entreprises comme Apple ont utilisé la concentration stratégique pour se concentrer sur le développement de produits innovants et hautement demandés, plutôt que de diluer leurs ressources dans des domaines non essentiels. 3. Les principes de la concentration stratégique. Identification des objectifs critiques. Greene explique l'importance de déterminer avec précision où concentrer ses efforts pour obtenir le maximum de résultats positifs. Allocation judicieuse des ressources. Utiliser les ressources disponibles de manière stratégique, en les dirigeant vers les domaines où elles auront le plus grand impact. Maintien de la flexibilité. Bien que la concentration soit cruciale, il est également nécessaire de maintenir une certaine flexibilité pour s'adapter aux changements de circonstances et aux opportunités imprévues. 4. Application dans la vie quotidienne. Gestion du temps et des priorités. Apprendre à hiérarchiser les tâches et à concentrer son énergie sur celles qui sont les plus importantes peut conduire à une productivité accrue et à des résultats plus significatifs. Relations interpersonnelles. En se concentrant sur les relations les plus importantes et les plus enrichissantes, on peut renforcer les liens et obtenir un soutien plus solide dans les moments cruciaux. Leadership et gestion d'équipe. Les leaders efficaces savent concentrer les efforts de leur équipe sur les objectifs stratégiques clés, inspirant ainsi une action coordonnée et efficace. Conclusion. Le chapitre 23 de « Stratégie, les 33 lois de la guerre » de Robert Greene met en lumière l'importance fondamentale de concentrer ses forces pour atteindre des objectifs stratégiques. En évitant la dispersion et en dirigeant les ressources avec précision et discernement, on augmente considérablement les chances de succès dans toutes les entreprises. Greene souligne que cette stratégie nécessite à la fois une planification minutieuse et une capacité à prendre des décisions éclairées sur où et quand agir. En intégrant ces principes dans notre propre pensée stratégique, nous pouvons non seulement améliorer notre efficacité personnelle, mais aussi maximiser notre impact dans les domaines professionnels et personnels, conduisant ainsi à des résultats plus gratifiants et durables. Chapitre 24. Jouer le parfait courtisan. Introduction. Le chapitre 24 de « Stratégie, les 33 lois de la guerre » de Robert Greene explore le concept du courtisan idéal, un personnage historiquement important dans les cours royales et les cercles de pouvoir. Greene détaille les qualités essentielles du courtisan, sa capacité à naviguer dans des intrigues complexes tout en maintenant une façade d'élégance et de soumission. Ce chapitre offre des perspectives sur la manière dont ces compétences peuvent être appliquées dans des contextes contemporains, en mettant l'accent sur la finesse politique et l'art de la persuasion. Résumé du chapitre 24. 1. Le rôle du courtisan. Robert Greene commence par définir le courtisan comme un individu habile dans l'art de la séduction, de la flatterie et de la diplomatie. Le courtisan, selon Greene, est capable de naviguer dans des environnements où le pouvoir est centralisé et où les apparences et les alliances sont cruciales pour survivre et prospérer. 2. Les qualités du courtisan. Soumission apparente. Greene souligne l'importance pour le courtisan de montrer une soumission apparente envers son maître ou sa maîtresse, tout en maintenant une autonomie subtile et une capacité à influencer en coulisses. Flatterie et charme. L'art de la flatterie et du charme est essentiel pour gagner la faveur et la confiance des puissants, tout en évitant d'être perçu comme une menace directe. Diplomatie et discrétion. Savoir quand parler et quand se taire.
quand agir et quand attendre sont des compétences clés du courtisan qui lui permettent de naviguer dans des eaux politiquement tumultueuses. 3 exemples historiques. Le cardinal de Richelieu, Green utilise l'exemple du célèbre cardinal français pour illustrer comment il a su manœuvrer dans les cercles de pouvoir de la cour royale française, utilisant la flatterie et la manipulation pour consolider son influence. La cour de Louis XIV, l'époque de Louis XIV en France est un autre exemple où le rôle du courtisan était crucial pour naviguer dans les intrigues politiques et sociales de la cour la plus brillante d'Europe. 4 applications dans le monde moderne. Politique contemporaine, Green suggère que les compétences du courtisan sont toujours pertinentes dans la politique moderne, où les relations personnelles et les alliances peuvent influencer les décisions politiques importantes. Affaires et négociations, dans le monde des affaires, la capacité à charmer et à influencer subtilement peut être un atout précieux lors de négociations stratégiques et de partenariats commerciaux. Réseautage et relations professionnelles, pour les professionnels, savoir comment se comporter avec grâce et tact peut ouvrir des portes et renforcer les alliances professionnelles. 5 les dangers du rôle du courtisan. Risque de surestimation, bien que puissant, le rôle du courtisan peut comporter le risque de perdre son intégrité personnelle et de devenir trop dépendant des faveurs des autres. Manipulation et jeu politique, il est crucial pour ceux qui adoptent ce rôle de rester conscients des limites éthiques et de ne pas compromettre leurs valeurs personnelles pour le pouvoir ou l'influence. Conclusion. Le chapitre 24 de « Stratégie, les 33 lois de la guerre » de Robert Greene offre une exploration fascinante du rôle du courtisan et de ses implications stratégiques. En étudiant les qualités et les tactiques du courtisan idéal, Green invite les lecteurs à réfléchir sur la manière dont ces compétences peuvent être adaptées et utilisées dans divers contextes contemporains. Que ce soit dans le domaine politique, professionnel ou personnel, l'art de jouer le parfait courtisan implique un équilibre délicat entre la soumission apparente et l'autonomie subtile, entre la flatterie et la manipulation consciente. En intégrant ces enseignements dans notre propre stratégie personnelle, nous pouvons enrichir notre compréhension des dynamiques de pouvoir et améliorer notre capacité à influencer positivement notre environnement. Chapitre 25 – Recruter des espions. Introduction. Le chapitre 25 de « Stratégie, les 33 lois de la guerre » de Robert Greene plonge dans le monde des espions et des renseignements, éléments cruciaux pour la planification et l'exécution stratégique dans toute entreprise, qu'elle soit militaire, politique ou commerciale. Greene explore comment les informations précises obtenues par l'espionnage peuvent fournir un avantage décisif en permettant de prévoir les mouvements de l'ennemi, d'identifier ses points faibles et de manipuler ses perceptions. Ce chapitre offre des perspectives sur l'importance des renseignements dans la stratégie et comment ils peuvent être utilisés de manière éthique et efficace pour atteindre des objectifs stratégiques. Résumé du chapitre 25. 1. L'importance des renseignements. Robert Greene commence par souligner que les renseignements sont souvent la clé de la victoire dans tout conflit. Savoir ce que l'ennemi prévoit et où se trouvent ses faiblesses permet de planifier des actions précises et de minimiser les risques. 2. Recrutement et gestion des espions. Sélection des espions, Greene met en lumière l'importance de choisir les bons individus pour recueillir des informations. Les espions doivent être discrets, intelligents et capables de recueillir des données précises sans se faire remarquer. Gestion de l'information, une fois les informations recueillies, il est crucial de les trier, les analyser et les interpréter de manière à en tirer des conclusions stratégiques utiles. 3. Techniques d'espionnage. L'espionnage humain, Greene discute des différentes méthodes utilisées par les espions pour obtenir des informations, y compris l'infiltration, la surveillance discrète et l'interception de communication. L'espionnage technologique, dans le contexte moderne, l'espionnage technologique joue un rôle crucial, avec l'utilisation de cyberespionnage, d'interception électronique et d'analyse de données pour obtenir des informations stratégiques. 4. Utilisation des renseignements. Anticipation des mouvements de l'ennemi, les renseignements permettent de prévoir les actions futures de l'ennemi, ce qui permet de prendre des contre-mesures efficaces et de se préparer adéquatement. Manipulation des perceptions, Greene explore comment les informations peuvent être utilisées pour manipuler les perceptions de l'ennemi, en semant la désinformation ou en créant des illusions stratégiques pour détourner l'attention. 5. Exemples historiques. Sun DSU, Greene se réfère souvent au principe de Sun DSU, notamment l'importance de la connaissance de soi et de l'ennemi pour remporter une bataille. Deuxième Guerre mondiale, il utilise des exemples de la Deuxième Guerre mondiale pour illustrer comment les Alliés et les puissances de l'Axe ont utilisé les renseignements pour influencer le cours de la guerre. 6. Application dans le monde moderne. Intelligence stratégique en affaires, dans le contexte des affaires, les entreprises utilisent des services de renseignement pour surveiller leurs concurrents, anticiper les changements de marché et prendre des décisions éclairées. Renseignement politique, les gouvernements utilisent les renseignements pour évaluer les intentions des autres nations et planifier leur diplomatie et leur défense. Conclusion. Le chapitre 25 de « Stratégie, les 33 lois de la guerre » de Robert Greene met en lumière l'importance stratégique des renseignements dans la conduite de tout conflit ou compétition. En analysant comment les renseignements peuvent être obtenus, gérés et utilisés de manière stratégique,
Green offre des perspectives précieuses sur la manière dont les individus et les organisations peuvent améliorer leur capacité à prévoir et à influencer les événements. Que ce soit sur le champ de bataille, dans le monde des affaires ou dans la sphère politique, l'art de recruter des espions et de gérer les informations qu'ils fournissent reste une compétence essentielle pour ceux qui aspirent à atteindre leurs objectifs stratégiques avec succès. Chapitre 26, Éviter l'ennemi, stratégie d'évitement et de retraite. Introduction. Le chapitre 26 de Stratégie, les 33 lois de la guerre, de Robert Greene explore une facette essentielle de la stratégie militaire et stratégique, l'art de l'évitement et de la retraite. Greene examine comment, dans de nombreuses situations, éviter directement le conflit peut être la meilleure stratégie pour préserver ses forces, gagner du temps, ou même retourner la situation à son avantage. Ce chapitre offre des perspectives profondes sur la manière dont les stratèges à travers l'histoire ont utilisé l'évitement tactique pour préserver leur position et influencer le cours des événements. Résumé du chapitre 26. 1. L'importance de l'évitement stratégique. Robert Greene commence par souligner que dans la guerre et dans la vie, il est parfois plus sage d'éviter directement le conflit plutôt que de s'y engager. Cela peut permettre de préserver des ressources, de minimiser les pertes et de se concentrer sur des opportunités plus favorables. 2. Les raisons de l'évitement. Préservation des forces, éviter une confrontation directe peut permettre de préserver ses forces physiques, mentales ou matérielles pour des occasions plus propices à la victoire. Manipulation de l'ennemi, en montrant une apparente faiblesse ou en refusant l'affrontement, il est parfois possible de manipuler l'ennemi pour qu'il commette des erreurs ou qu'il révèle ses intentions. 3. Technique d'évitement. Retraite stratégique, Greene explore comment se retirer tactiquement d'une situation peut permettre de regrouper ses forces, de replanifier et de frapper à un moment plus opportun. Manœuvre de diversion, créer des diversions ou des leurs peut détourner l'attention de l'ennemi et lui faire perdre de vue les véritables intentions. 4. Étude de cas historiques. Les tactiques de Fabius Maximus. Greene se réfère à Fabius Maximus, un général romain connu pour sa stratégie de l'usure contre Hannibal lors de la Deuxième Guerre punique. En évitant les batailles directes, Fabius a finalement contribué à l'affaiblissement de l'armée de Hannibal. La stratégie de la « terre brûlée », utilisée à plusieurs reprises au cours de l'histoire, la stratégie consiste à détruire les ressources locales pour empêcher l'ennemi de les utiliser, tout en se retirant stratégiquement vers des positions défensives plus fortes. 5. Application dans d'autres domaines. Stratégie commerciale, Greene applique ces principes à des contextes commerciaux où il est parfois plus avantageux d'éviter une confrontation directe avec la concurrence pour se concentrer sur des niches de marché ou des innovations stratégiques. Diplomatie et négociation. Dans la diplomatie, savoir quand éviter une confrontation ou quand se retirer d'une négociation peut permettre de préserver des relations et d'atteindre des accords plus durables. Conclusion. Le chapitre 26 de Stratégie, les 33 lois de la guerre, de Robert Greene met en lumière l'importance stratégique de l'évitement et de la retraite dans la conduite de tout conflit ou compétition. Savoir quand et comment éviter l'ennemi peut non seulement préserver ses ressources et ses forces, mais aussi offrir des opportunités stratégiques inattendues. Que ce soit sur les champs de bataille historiques ou dans les arènes modernes des affaires et de la diplomatie, l'art de l'évitement stratégique reste une compétence essentielle pour ceux qui aspirent à atteindre leurs objectifs stratégiques avec succès. Chapitre 27. Créer des ponts d'or pour vous attirer l'ennemi. Introduction. Le chapitre 27 de Stratégie, les 33 lois de la guerre, de Robert Greene explore une stratégie subtile mais puissante, l'art de créer des incitations attrayantes pour attirer l'ennemi dans une direction désirée. Greene met en lumière comment cette approche peut influencer les décisions de l'ennemi, le détourner de ses objectifs initiaux et créer des opportunités stratégiques inattendues. Ce chapitre révèle comment les grands stratèges ont utilisé cette tactique à travers l'histoire pour manipuler et contrôler leurs adversaires. Résumé du chapitre 27. 1. Création d'incitations attractives. Robert Greene commence par expliquer que créer des ponts d'or consiste à offrir à l'ennemi des incitations tellement attrayantes qu'il est incité à les poursuivre au lieu de ses objectifs initiaux. Cette technique s'appuie sur la compréhension des motivations et des faiblesses de l'ennemi pour le distraire de ses plans stratégiques. 2. Distraction et déviation. Distraction stratégique, en offrant des récompenses ou des opportunités séduisantes, il est possible de détourner l'attention de l'ennemi de ses objectifs principaux, l'incitant ainsi à poursuivre des voies qui servent les intérêts du manipulateur. Détournement des ressources de l'ennemi, en créant des leurres ou des opportunités fictives, il est possible de pousser l'ennemi à déployer ses ressources dans des directions qui affaiblissent sa position stratégique globale. 3. Utilisation historique. L'exemple d'Alexandre le Grand, Greene cite comment Alexandre le Grand a utilisé cette stratégie contre le roi perse Darius III. En laissant des villes ouvertes et non défendues sur son flanc, Alexandre a incité Darius à diviser ses forces et à poursuivre des attaques sur des cibles apparemment vulnérables, affaiblissant ainsi la position persane. Les manœuvres de guerre modernes, cette tactique n'est pas limitée à l'histoire ancienne.
Green illustre comment les stratèges modernes utilisent des techniques similaires pour dérouter les adversaires dans les conflits militaires contemporains et même dans le domaine des affaires et de la politique. 4. Applications contemporaines. Stratégie commerciale. Dans le monde des affaires, créer des incitations attractives peut permettre de manipuler la concurrence en leur faisant poursuivre des opportunités secondaires tout en consolidant sa propre position dominante. Diplomatie et négociation. En diplomatie, offrir des concessions mineures mais symboliquement importantes peut attirer les adversaires dans des accords qui, bien que favorables en apparence, servent en réalité les intérêts de celui qui les offre. Conclusion. Le chapitre 27 de « Stratégie, les 33 lois de la guerre » de Robert Greene démontre l'efficacité de l'art de créer des ponts d'or pour manipuler l'ennemi et influencer le cours des conflits. En comprenant les motivations humaines et en exploitant les faiblesses de l'adversaire, il est possible de détourner ses actions vers des objectifs qui servent mieux les intérêts stratégiques de celui qui manipule. Que ce soit dans le domaine militaire, commercial ou politique, cette stratégie reste pertinente pour ceux qui cherchent à gagner des avantages stratégiques en utilisant l'intelligence et la ruse plutôt que la force brute. Chapitre 28. Combattez avec la seule arme qui vaille, la ruse et la déception. Introduction. Le chapitre 28 de « Stratégie, les 33 lois de la guerre » de Robert Greene explore le rôle crucial de la ruse et de la déception dans la conduite des affaires militaires et stratégiques. Greene met en avant comment les grands stratèges ont utilisé ces tactiques pour déstabiliser leurs ennemis, gagner un avantage psychologique et remporter des victoires décisives. Ce chapitre révèle comment la ruse n'est pas seulement une arme tactique, mais aussi une stratégie profondément enracinée dans la psychologie humaine et la nature même des conflits. Résumé du chapitre 28. 1. L'importance de la ruse. Robert Greene commence par souligner que la ruse et la déception sont des outils essentiels dans l'arsenal de tout stratège. Contrairement à la force brute, la ruse permet de contourner les forces de l'ennemi, exploitant ses faiblesses et manipulant ses attentes pour obtenir des résultats stratégiques supérieurs. 2. Utilisation historique. Les stratagèmes militaires. Greene explore plusieurs exemples historiques où la ruse a joué un rôle décisif. Il cite des figures comme Sun Tzu et Machiavel, ainsi que des événements comme la ruse du cheval de Troie, pour illustrer comment la tromperie stratégique peut renverser le cours des batailles et influencer le destin des nations. L'art de la dissimulation. À travers l'histoire, des stratèges comme Julius César ont utilisé des tactiques de déception pour désorienter leurs ennemis, les incitant à prendre des décisions imprudentes ou à sous-estimer les forces adverses. 3. Applications modernes. Stratégie commerciale et politique. La ruse n'est pas limitée au domaine militaire. Greene explore comment les principes de la tromperie sont également utilisés dans le monde des affaires et de la politique pour influencer les concurrents, déstabiliser les adversaires et gagner des avantages concurrentiels. La psychologie de la manipulation. Au-delà des champs de bataille physiques, la ruse repose sur la compréhension profonde de la psychologie humaine. En manipulant les perceptions et les attentes des autres, il est possible de créer des opportunités stratégiques et de s'assurer que les actions de l'adversaire servent ses propres intérêts. 4. Les dangers de la ruse. Sur l'autodéception, Greene met en garde contre les dangers de la ruse excessive, soulignant que ceux qui utilisent la tromperie doivent rester vigilants contre l'autodéception et les conséquences imprévues de leurs propres actions. Éthique et moralité. Bien que la ruse soit une arme puissante, elle soulève également des questions éthiques sur la manipulation et la moralité de l'utilisation de tactiques sournoises pour atteindre des objectifs stratégiques. Conclusion. Le chapitre 28 de « Stratégie, les 33 lois de la guerre » de Robert Greene met en lumière l'importance de la ruse et de la déception comme armes stratégiques essentielles. En comprenant comment et quand utiliser la tromperie avec discernement, les stratèges peuvent influencer le cours des conflits et atteindre des objectifs qui semblent autrement inaccessibles. Que ce soit dans les affaires, la politique ou la guerre, la capacité à manœuvrer avec ruse reste un élément critique pour ceux qui cherchent à prévaloir dans des environnements concurrentiels et souvent hostiles. Chapitre 29. Planifier le coup d'avance, préparer le terrain pour toute éventualité. Introduction. Le chapitre 29 de « Stratégie, les 33 lois de la guerre » de Robert Greene met en lumière l'importance cruciale de la planification préalable et de l'anticipation dans la conduite de la guerre et des affaires. Greene explore comment les grands stratèges ont utilisé la prévoyance pour anticiper les mouvements de leurs adversaires, préparer des contre-mesures efficaces et se positionner avantageusement pour atteindre leurs objectifs stratégiques. Ce chapitre révèle comment la capacité à planifier en avance est non seulement un outil tactique, mais aussi une philosophie de vie qui peut être appliquée à toutes les situations de défis et de conflits. Résumé du chapitre 29. 1. Anticipation stratégique. Robert Greene commence par souligner que la capacité à anticiper les événements futurs est une qualité essentielle des grands stratèges. Plutôt que de réagir impulsivement aux situations, ceux qui réussissent dans la guerre et dans les affaires sont capables de prévoir les développements futurs et de préparer des réponses appropriées. 2. Utilisation historique. Exemples historiques. Greene explore plusieurs exemples historiques où la planification préalable a joué un rôle décisif.
Des stratèges comme Napoléon Bonaparte et George Washington sont cités pour leur capacité à anticiper les mouvements de leurs ennemis et à préparer des stratégies de contournement et d'attaque. La valeur de l'information, à travers l'histoire, ceux qui ont eu accès à des renseignements précis ont souvent été en mesure d'anticiper les intentions de leurs adversaires et de préparer des plans stratégiques en conséquence. La collecte et l'analyse d'informations précises sont cruciales pour établir une base solide pour la planification stratégique. 3. Applications modernes. Gestion des affaires. La planification préalable est également essentielle dans le domaine des affaires. Green explore comment les entreprises réussies anticipent les changements du marché, prévoient les réactions des concurrents et développent des plans d'action flexibles pour s'adapter aux circonstances changeantes. Prévoyance personnelle. Au niveau personnel, la capacité à planifier en avance permet non seulement de réagir efficacement aux défis, mais aussi de créer des opportunités stratégiques et de maximiser les chances de succès à long terme. 4. Les défis de la prévoyance. Complexité et incertitude. Green reconnaît que la planification préalable peut être difficile dans des environnements complexes et incertains. Néanmoins, il soutient que la réflexion stratégique et la préparation minutieuse peuvent offrir un avantage significatif même dans des situations imprévisibles. Flexibilité et adaptabilité. Bien que la planification en avance soit cruciale, Green met en garde contre le piège de la rigidité. Les stratèges efficaces sont capables de s'adapter rapidement aux changements inattendus tout en maintenant leur vision à long terme. Conclusion. Le chapitre 29 de « Stratégie, les 33 lois de la guerre » de Robert Greene met en avant l'importance de la planification préalable et de l'anticipation comme élément clé de la stratégie efficace. En cultivant la capacité à anticiper les défis futurs et à préparer des réponses stratégiques appropriées, les individus et les organisations peuvent non seulement survivre aux situations difficiles, mais aussi prospérer dans des environnements concurrentiels et souvent hostiles. Que ce soit sur le champ de bataille ou dans le monde des affaires, la prévoyance reste un atout indispensable pour ceux qui aspirent à atteindre leurs objectifs stratégiques avec succès. Chapitre 30. Créer une force irrésistible grâce à la concentration et au maintien de votre énergie. Introduction. Le chapitre 32. Stratégie, les 33 lois de la guerre, de Robert Greene explore comment les grands stratèges et leaders ont utilisé la concentration et la conservation de leur énergie pour créer une force irrésistible face à leurs adversaires. Greene souligne l'importance cruciale de canaliser ses ressources et de maintenir un niveau élevé d'énergie pour atteindre des objectifs stratégiques et pour influencer le cours des événements de manière décisive. Ce chapitre offre des insights sur la manière de cultiver et de diriger efficacement ses ressources mentales, émotionnelles et physiques pour maximiser les chances de succès dans toute entreprise stratégique. Résumé du chapitre 30. 1. Concentration stratégique. Robert Greene commence par souligner que la concentration stratégique est une compétence fondamentale pour tout leader ou stratège efficace. Plutôt que de disperser ses efforts dans de nombreuses directions, ceux qui réussissent concentrent leurs ressources sur des objectifs clairs et prioritaires. 2. Utilisation historique. Exemples historiques. Greene explore plusieurs exemples historiques où la concentration d'énergie a joué un rôle décisif dans la victoire. Des stratèges comme Alexandre le Grand et Jules César sont cités pour leur capacité à maintenir une concentration intense sur leurs objectifs militaires, ce qui leur a permis de surmonter des adversités apparemment insurmontables. L'importance du leadership. Les leaders efficaces savent comment inspirer et motiver leurs troupes à maintenir un haut niveau d'énergie concentré sur les objectifs communs. Cette capacité à diriger et à maintenir une cohésion dans l'action est cruciale pour influencer positivement le résultat des conflits et des défis. 3. Applications modernes. Gestion du temps et des priorités. Dans le monde contemporain des affaires, la concentration d'énergie est essentielle pour gérer efficacement le temps et les priorités. Les leaders efficaces identifient les tâches critiques et concentrent leurs ressources sur les activités qui auront le plus grand impact sur les objectifs organisationnels. Gestion du stress et de l'émotion. Greene souligne également l'importance de gérer le stress et les émotions pour maintenir une concentration optimale. Les stratèges modernes sont encouragés à développer des pratiques de gestion du stress, telles que la méditation et la pleine conscience, pour préserver leur énergie mentale et émotionnelle. 4. Les défis de la concentration. Distraction et dispersion. Greene reconnaît que dans un monde rempli de distractions constantes, maintenir une concentration prolongée peut être un défi. Néanmoins, il soutient que les individus et les organisations qui parviennent à surmonter ces obstacles peuvent développer un avantage compétitif significatif. La nécessité d'adaptabilité. Bien que la concentration soit essentielle, Greene met en garde contre le piège de la rigidité. Les stratèges efficaces sont capables de s'adapter aux changements imprévus tout en maintenant leur concentration sur les objectifs stratégiques à long terme. Conclusion. Le chapitre 32, Stratégie, les 33 lois de la guerre, de Robert Greene met en lumière l'importance de la concentration et de la conservation de l'énergie comme élément clé de la stratégie efficace. En cultivant la capacité à canaliser efficacement ses ressources mentales, émotionnelles et physiques, les individus et les organisations peuvent non seulement maximiser leur impact stratégique, mais aussi développer une force irrésistible face à toute adversité.
Que ce soit sur le champ de bataille ou dans les affaires, la concentration d'énergie reste un principe fondamental pour ceux qui aspirent à atteindre des objectifs ambitieux et à influencer positivement leur environnement stratégique. Chapitre 31. Contrôler l'option de sortie, sachez quand quitter une situation perdue. Introduction. Le chapitre 31 de « Stratégie, les 33 lois de la guerre » de Robert Greene aborde un aspect crucial de la stratégie militaire et personnelle, savoir reconnaître quand il est temps de se retirer d'une situation désavantageuse pour mieux préparer l'avenir. Greene met en lumière l'importance stratégique de contrôler l'option de sortie, une capacité essentielle pour éviter les pertes inutiles et pour se repositionner de manière à tirer profit des nouvelles opportunités. Ce chapitre offre des insights précieux sur la manière dont les grands stratèges ont utilisé cette capacité pour naviguer à travers les conflits avec intelligence et pour préserver leurs forces pour des batailles futures. Résumé du chapitre 31. 1. Reconnaissance de la situation. Robert Greene commence par souligner l'importance cruciale de la reconnaissance de la réalité de la situation. Il est essentiel de pouvoir évaluer objectivement si une situation est défavorable et si les chances de succès sont minces. 2. Exemples historiques. La retraite tactique. Greene explore plusieurs exemples historiques où des stratèges ont su reconnaître quand se retirer stratégiquement d'une bataille ou d'une campagne militaire pour éviter une défaite totale. Ces stratégies ont souvent permis de préserver les forces pour de futures offensives plus favorables. Napoléon Bonaparte, un exemple notable est celui de Napoléon Bonaparte, qui a su se retirer de Moscou après avoir reconnu que l'hiver russe et les résistances locales rendaient la poursuite de la campagne trop coûteuse en ressources humaines et matérielles. 3. Utilisation contemporaine. Affaires et leadership. Greene applique ces principes aux affaires et au leadership moderne, soulignant l'importance pour les dirigeants d'entreprises de reconnaître quand abandonner des projets ou des stratégies qui ne portent pas leurs fruits. Cela permet non seulement de minimiser les pertes, mais aussi de réorienter les ressources vers des initiatives plus prometteuses. Relations personnelles. À un niveau personnel, savoir quand se retirer d'une relation ou d'une situation de vie qui ne contribue pas à la croissance personnelle est également essentiel pour le développement individuel et le bien-être émotionnel. 4. Les défis de la sortie. L'orgueil et la persévérance excessive. Greene met en garde contre les pièges de l'orgueil et de la persévérance excessive, qui peuvent conduire à une défaite totale plutôt qu'à une retraite stratégique. Savoir contrôler l'option de sortie nécessite une humilité stratégique et une capacité à se détacher émotionnellement des investissements antérieurs. La planification de l'après-retrait. Reconnaître quand quitter une situation perdante est seulement une partie de l'équation. Greene souligne également l'importance de planifier soigneusement ce qui suit le retrait pour se préparer à des opportunités futures et pour éviter de retomber dans des pièges similaires. Conclusion. Le chapitre 31 de « Stratégie, les 33 lois de la guerre » de Robert Greene met en lumière l'importance stratégique de contrôler l'option de sortie dans toute situation de conflit ou de défi. Savoir reconnaître quand une situation est perdue et quand il est stratégique de se retirer permet non seulement de minimiser les pertes, mais aussi de préserver les ressources pour de futures opportunités. Que ce soit sur le champ de bataille, dans les affaires ou dans la vie personnelle, la capacité à gérer efficacement l'option de sortie est une compétence essentielle pour tout individu ou organisation aspirant à naviguer avec succès à travers les complexités de la stratégie. Chapitre 32. Jouez sur les faiblesses de votre adversaire, utilisez des tactiques indirectes. Introduction. Le chapitre 32 de « Stratégie, les 33 lois de la guerre » de Robert Greene explore une dimension cruciale de la stratégie militaire et personnelle, l'utilisation des tactiques indirectes pour exploiter les faiblesses de l'adversaire. Greene met en lumière comment les grands stratèges à travers l'histoire ont utilisé cette approche pour contourner les défenses directes de leurs ennemis et pour obtenir des victoires inattendues. Ce chapitre offre des enseignements essentiels sur la manière de penser stratégiquement et de tirer parti des opportunités cachées dans toute confrontation. Résumé du chapitre 32. 1. Introduction aux tactiques indirectes. Robert Greene commence par introduire le concept de tactiques indirectes, qui implique d'attaquer l'ennemi là où il est le moins préparé et d'utiliser des stratagèmes inattendus pour créer des ouvertures favorables. Cette approche permet non seulement de minimiser les risques, mais aussi de maximiser l'efficacité des actions. 2. Utilisation de la ruse et de la dissimulation. L'art de la ruse. Greene explore comment les stratèges ont utilisé la ruse pour tromper l'ennemi et pour le pousser à commettre des erreurs coûteuses. La dissimulation des intentions réelles peut souvent mener à une ouverture stratégique inattendue. Exemples historiques. Des exemples comme la ruse du cheval de Troie dans la guerre mythique de Troie illustrent comment une apparence innocente peut être utilisée pour pénétrer les défenses adverses et pour obtenir une victoire décisive. 3. Exploitation des vulnérabilités. Identification des faiblesses. Greene souligne l'importance de comprendre les faiblesses structurelles et psychologiques de l'adversaire. Savoir identifier et exploiter ces vulnérabilités permet de réduire les efforts nécessaires pour obtenir la victoire. Psychologie de l'adversaire. Comprendre la psychologie de l'adversaire est essentiel pour déterminer quelles tactiques indirectes seront les plus efficaces. Cela peut inclure l'exploitation de l'arrogance,
de la peur ou d'autres émotions qui affaiblissent la résistance adverse. 4. Adaptabilité et flexibilité. Réponse au changement. L'un des principaux enseignements du chapitre est l'importance d'être adaptable et flexible dans l'application des tactiques indirectes. Les situations de conflit évoluent rapidement, et la capacité à ajuster les stratégies en conséquence est cruciale pour maintenir l'avantage. Applicabilité dans d'autres domaines, Green étend les principes des tactiques indirectes au domaine de la politique, des affaires et des relations personnelles. Savoir comment jouer sur les faiblesses de la concurrence ou des adversaires politiques peut conduire à des résultats positifs et à des gains stratégiques significatifs. Conclusion. Le chapitre 32 de « Stratégie, les 33 lois de la guerre » de Robert Greene met en lumière l'importance de jouer sur les faiblesses de l'adversaire en utilisant des tactiques indirectes. En exploitant les vulnérabilités cachées et en utilisant la ruse et la dissimulation stratégique, il est possible de transformer des situations apparemment désavantageuses en opportunités de victoire. Que ce soit sur le champ de bataille, dans les affaires ou dans la vie quotidienne, l'art de la tactique indirecte offre des perspectives précieuses sur la manière de naviguer avec succès à travers les conflits et les défis. Chapitre 33. Savoir quand arrêter, utiliser le retrait comme une tactique pour mieux revenir. Introduction. Le chapitre 33 de « Stratégie, les 33 lois de la guerre » de Robert Greene aborde un aspect souvent négligé de la stratégie, le retrait stratégique. Greene explore comment les grands stratèges ont su utiliser le retrait tactique pour éviter des pertes inutiles, pour renforcer leur position, et pour préparer des contre-attaques dévastatrices. Ce chapitre offre des enseignements précieux sur la nécessité de savoir quand se retirer temporairement pour mieux revenir et atteindre ses objectifs finaux avec plus de force et de stratégie. Résumé du chapitre 33. 1. Introduction au retrait stratégique. Robert Greene commence par introduire le concept de retrait stratégique, qui consiste à se retirer temporairement d'une situation de conflit ou de confrontation pour mieux se positionner pour l'avenir. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt une tactique délibérée pour éviter des pertes inutiles et pour préparer une riposte plus efficace. 2. Les raisons du retrait. Éviter la destruction totale. Greene explique que parfois, se retirer temporairement est nécessaire pour éviter d'être complètement détruit par une force supérieure. Cela permet de préserver les ressources et les forces pour des engagements futurs plus favorables. Observer et planifier. Pendant le retrait, les stratèges peuvent observer les mouvements de l'ennemi, analyser ses points faibles, et préparer des contre-mesures appropriées. C'est une opportunité pour ajuster la stratégie en fonction des nouvelles informations obtenues. 3. Exemples historiques de retrait stratégique. La retraite de Napoléon de Moscou. Greene utilise cet exemple pour illustrer comment Napoléon a su se retirer stratégiquement après l'invasion de Moscou en 1812, en raison de l'hiver brutal et de la résistance russe. Cette retraite a permis à Napoléon de préserver une partie de son armée et de renforcer sa position stratégique par la suite. Stratégie de guérilla. Greene explore également les tactiques de guérilla où se retirer temporairement dans des zones difficiles d'accès permet aux forces plus petites de harceler l'ennemi sans subir de pertes majeures. 4. Préparer le retour. Renforcement des positions. Pendant le retrait, les stratèges renforcent souvent leur position défensive, rassemblent des renforts ou élaborent des stratégies de contre-attaque pour le moment opportun. Psychologie de l'ennemi. Le retrait peut semer le doute et la complaisance chez l'adversaire, l'amenant à surestimer ses propres forces et sous-estimer celles de l'opposant. 5. Application dans d'autres domaines. Affaires et politique. Greene étend les principes du retrait stratégique aux affaires et à la politique, où parfois la meilleure stratégie est de se retirer temporairement d'un marché saturé ou d'une négociation difficile pour mieux revenir avec une proposition plus forte ou une meilleure offre. Relations personnelles. Dans les relations personnelles, savoir quand faire un pas en arrière peut permettre de désamorcer des conflits, de prendre du recul pour réévaluer la situation, et de revenir avec une approche plus constructive. Conclusion. Le chapitre 33 de « Stratégie, les 33 lois de la guerre » de Robert Greene met en lumière l'importance stratégique du retrait temporaire dans la planification et l'exécution de toute stratégie de combat, de négociation ou de vie personnelle. Savoir quand se retirer n'est pas synonyme de défaite, mais plutôt une démonstration de sagesse stratégique et de préparation pour des actions futures plus décisives. Que ce soit sur le champ de bataille, dans les affaires ou dans les interactions quotidiennes, l'art du retrait stratégique offre des leçons précieuses sur la patience, l'observation et la prévoyance, qualités essentielles pour tout aspirant stratège. Conclusion sur « Stratégie, les 33 lois de la guerre » de Robert Greene. À travers « Stratégie, les 33 lois de la guerre », Robert Greene nous plonge dans un univers fascinant où la stratégie devient un art, un mode de vie et une clé de la réussite. Ce livre captivant déploie une série de lois stratégiques tirées des enseignements des plus grands stratèges de l'histoire, offrant ainsi une véritable boîte à outils pour ceux qui cherchent à comprendre et à maîtriser les dynamiques du pouvoir, que ce soit sur le champ de bataille, dans les affaires, ou même dans la vie quotidienne. Réflexion sur les thèmes clés du livre. La stratégie comme art de la guerre et de la vie. À travers chaque loi, Greene démontre comment les principes de la guerre peuvent être appliqués à divers domaines de la vie.
De la planification méticuleuse à l'adaptation aux circonstances changeantes, chaque aspect de la stratégie est soigneusement exploré et illustré par des exemples historiques poignants. L'importance de la connaissance de soi et de l'ennemi, une des pierres angulaires du livre est l'accent mis sur la connaissance approfondie de soi-même et de l'ennemi. Green nous rappelle que la clé de la victoire réside dans une compréhension précise des forces et des faiblesses, ainsi que des motivations de l'adversaire. La flexibilité et l'adaptabilité, à travers les nombreux récits historiques et les exemples contemporains, Green souligne l'importance d'être flexible dans la stratégie. Les stratèges les plus réussis savent ajuster leur plan en fonction des événements et des réponses de l'adversaire, sans jamais perdre de vue leur objectif final. La patience et la persévérance, l'ouvrage insiste sur la nécessité d'une patience stratégique, souvent mise à l'épreuve lors des longues campagnes militaires ou des négociations complexes. La persévérance, même face à l'adversité, est présentée comme une vertu essentielle pour ceux qui aspirent à obtenir des victoires durables. Application pratique pour le lecteur. En plus d'être une lecture stimulante et éducative, Stratégie, les 33 lois de la guerre, offrent des leçons immédiatement applicables. Dans les affaires, les entrepreneurs et les dirigeants peuvent utiliser les lois de Green pour guider leur stratégie de croissance, de concurrence et de leadership. Dans la politique, les décideurs politiques peuvent tirer profit des principes de négociation, de diplomatie et de gestion des crises pour naviguer dans un monde complexe et parfois hostile. Dans la vie personnelle, chacun peut appliquer les enseignements du livre pour améliorer sa prise de décision, sa gestion des conflits et son développement personnel. Conclusion finale. En conclusion, Stratégie, les 33 lois de la guerre, de Robert Greene est bien plus qu'un simple manuel stratégique. C'est un guide intemporel qui offre des perspectives profondes sur la nature humaine, le pouvoir et la conduite des affaires. En nous invitant à explorer les tactiques et les stratégies des grands stratèges, Greene nous pousse à réfléchir sur nos propres choix et actions, et à adopter une approche plus réfléchie et calculée dans tous les aspects de notre vie. Que ce soit pour ses récits historiques captivants, ses conseils stratégiques avisés ou ses leçons de sagesse intemporelle, ce livre continuera à inspirer et à éduquer les lecteurs intéressés par l'art subtil de la stratégie. Si tu souhaites te procurer le livre, le lien est dans la description. Merci d'avoir suivi ce résumé et abonne-toi pour ne rien manquer.